Bon, on se recharge la batterie, hein. Vous, entre vous, de vous voir si nombreux, moi de vous voir et de vous entendre, d'écouter mes camarades qui viennent de s'exprimer. Je sors pas de l'œuf, vous savez. Donc j'ai une oreille, deux qui fonctionnent mal, mais une oreille politique qui entend la moindre nuance. Je suis impressionné par l'homogénéité politique de ce que nous disons à cette tribune. Il y en a peut-être parmi vous qui, c'est pas leur faute, hein, c'est tant mieux, sont trop jeunes pour avoir vécu la longue série des pelés qu'on a connus dans le passé. C'est extraordinaire de voir ça. Nous parlons la même langue. Et je suis sûr, à vous voir réagir, à quoi vous réagissez, qu'on parle tous la même langue dans cette salle. Et c'est ça qui est le plus important. Nous ne sommes pas en train de construire je ne sais quel improbable parti révolutionnaire. Nous en construisons. Nous sommes en train de construire un peuple révolutionnaire. Un peuple révolutionnaire, ça veut dire un peuple qui a une conscience, ou en tout cas pour l'essentiel, claire des tâches qu'il devra accomplir pour dénouer la plus terrible crise de civilisation que l'Europe a connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mes amis, de toute façon, vous devrez répondre et faire face. Que ça vous plaise ou pas, c'est pas vous que je dis ça, c'est à tous ceux qui se figurent qui vont réussir à passer entre les gouttes et que, eh bien, ma foi, ils vont pouvoir continuer à dire « Oh, la politique, je m'en occupe pas ». Ben, la politique, elle s'occupe de toi. Et un terrible mouvement est engagé, qui doit appeler de notre point de vue deux attitudes fondamentales. La première, en toutes circonstances, nous comporter d'abord d'après nos devoirs d'être humains. Pas de tel ou tel parti, de telle ou telle nationalité, d'être humain, responsable devant un écosystème qui est menacé d'être détruit par le productivisme capitaliste. On ne doit plus rien faire, plus rien proposer, plus rien envisager qui ne soit d'abord penser le monde comme une globalité et penser l'intérêt général humain. Car l'écologie politique nous a appris ceci qui refonde l'idéal communiste, l'idéal socialiste, l'idéal du républicanisme en un nouvel humanisme. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Par conséquent, nous sommes tous semblables. Par conséquent, il y a un intérêt général humain. Par conséquent, nous devons le définir, nous, parce que nous n'avons aucun autre moyen de le connaître. Et surtout pas de vérité révélée en politique, que ce soit celle des religions ou celle des doctrines économiques. Et on ne peut délibérer librement que si tout le monde est libre et chacun en état de donner son point de vue, c'est-à-dire que l'homme ne domine pas la femme, que le patron ne domine pas l'ouvrier, et que chacun soit positionné du point de vue de son intelligence, de ce qu'il a compris, de son éducation, et par-dessus tout, de sa culture, de sa capacité d'amour, de sa capacité de poésie, de sa capacité d'enthousiasme à l'écoute d'une belle musique, à la vue d'un beau visage, à l'envahissement qui vous saisit quand un paysage vous traverse et vous transforme de fond en comble sans que personne ne puisse expliquer d'où vient cette étrange magie qui lie chacun d'entre nous à la plus petite et la plus infime poussière qui est dans l'univers, comme le disait Ray Bradbury dans les Chroniques martiennes. Ah, si seulement je pouvais aller à Mars. Voilà comment on fait de la politique. Première exigence. Et la deuxième, pourquoi il faut une révolution et elle sera citoyenne, c'est la rupture avec le capitalisme, sa norme et sa manière de réduire toute activité à une activité marchande, d'abord évaluée par sa profitabilité capitalistique. Les Sanofi vous disent à quelle aberration conduit un tel système. Quand on fait venir deux patrons nord-américains, cela va de soi, pour développer avec un tel sang-froid une pareille cupidité, qui s'installe dans un nouveau siège, s'offre de personnel de service de très haut niveau et décide que dorénavant, quels que soient les projets, la seule règle, c'est combien de temps ça prend pour arriver sur le marché. Combien? 2 ans.
3 ans ou 4 ans, t'as gagné 2 ans. Oui, mais moi j'ai inventé une molécule pour que les cheveux brillent davantage. Très bien. Et l'autre dit, mais moi je cherche une molécule pour guérir les yeux de ceux qui n'y voient plus. Ça va pas? Combien de temps ça prend? Voilà ce qu'est le capitalisme lorsqu'il entre et qu'il édicte ses normes dans des choses aussi subtiles, aussi inévaluables qu'est l'intelligence, qu'est le savoir-faire, la qualification, le dévouement à autrui par son cerveau. Eh oui, messieurs, mesdames, les importants, vous êtes des animaux stupides et bornés quand vous croyez être intelligents en disant à un chercheur, maintenant c'est chercher, il faut trouver. Avec ces blagues à 2 balles, vous savez quoi, des fois ils cherchent, ils ne savent même pas quoi. Et ils trouvent. C'est comme ça que ça se passe. L'esprit humain ne peut pas être enfermé dans les bornes des prescriptions du capital. Et en tout cas, s'il veut faire face à l'idée d'un intérêt général humain, il faut qu'il mette tout ça à distance. Voilà nos 2 devoirs. Et voilà de cela pourquoi se déduit qu'il faut une révolution citoyenne. Une révolution parce qu'il faut changer l'ordre juridique des institutions. C'est la 6e République que nous appelons par une constituante. Une révolution parce qu'il faut changer les normes de la propriété privée des moyens de production qui, dans un certain nombre de domaines, n'a rien à faire. Ensuite, parce que les droits de la propriété doivent être radicalement modifiés. Les actionnaires qui ne s'engagent pas à une longue durée d'investissement ne doivent pas avoir les mêmes pouvoirs de vote que ceux qui décident de placer leur argent pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, et nous avons besoin de cet argent-là. Ceux qui ne prennent pas d'engagement sur la durée doivent avoir 0 pouvoir de vote dans les conseils d'administration. C'est déjà bien gentil qu'on leur donne un dividende, et ainsi de suite. Et le 3e élément de cette révolution, c'est une révolution parce qu'il faut changer l'ordre des normes. Au sommet de la hiérarchie des normes, ce ne doit pas être la concurrence libre et non faussée, ce doit être la coopération. Ce doit être la solidarité plutôt que la compétition. Voilà pourquoi c'est une révolution. Et elle est citoyenne parce qu'elle signifie que c'est à chacun d'entre nous de prendre le pouvoir. Le temps où l'on confie à un parti si magnifique qu'il soit, et même à un front, la délégation de pouvoir, ce temps est terminé parce que l'ampleur des tâches que nous avons à accomplir nécessite que chacun s'y mette. Et ce ne sont pas seulement des tâches abstraites de la politique, de la dénonciation ou de l'explication, ce sont les tâches concrètes auxquelles nous allons appeler les femmes, les hommes, les ingénieurs, les ouvriers hautement qualifiés, tous ceux qui dans ce pays sont capables de faire redémarrer l'immense machine dont nous avons besoin pour faire la transition énergétique, faire notre entrée en mer d'une manière conquérante, réussir enfin ce grand changement dans l'ordre de la production. Voilà pourquoi cette révolution, elle est citoyenne et elle a lieu partout. Il n'y a pas de limite à la citoyenneté, que ce soit dans la cité ou dans l'entreprise. Le citoyen doit être le roi partout. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est le sens de ce que nous sommes en train de faire. Nous ne faisons pas seulement une élection municipale, dont on nous dit c'est une élection locale. Qu'est-ce qu'il y a de local dans une élection municipale? Pouvez-vous me le dire? Parlez à quelqu'un, quel est votre problème? Transport. Ah bon, c'est un problème local? Il n'y a pas de prof à l'école pour mes gosses, c'est un problème local? Je suis fatigué et je dois encore tirer 3, 4, 5 ans au travail, c'est un problème local? Je ne peux pas me soigner et du coup je vais mal, j'ai besoin d'aide et je demande à la commune de m'aider, c'est un problème local? Non, tout est politique, tout est national, tout est mondial. C'est la raison pour laquelle il faut politiser les élections municipales. Alors surtout ici, Muriel Ressiguier et ses camarades sont l'avant-poste d'une avancée qui n'aura cessé de se faire au fil des ans. Depuis 2005, où nous étions quelques-uns à nous trouver ici, contre le traité constitutionnel européen, si vous vous en souvenez, c'est le coup de tonnerre à partir duquel le peuple français est remonté sur la scène. Trahi, trompé, ses représentants continuant à marcher à l'heure à laquelle je vous parle, sous l'outrage et l'insulte
Je suis 1000 fois plus diabolisé que Madame Le Pen ne l'a jamais été, par la photo, par les injures, par cette presse au service de l'idée qui court sans recul et sans réflexion. Eh bien, de ce coup de tonnerre qui a commencé dans certaines grandes villes de notre pays, je pense à Nîmes, je pense à Montpellier, je pense à Toulouse. C'est là que ça s'est noué, où pour la première fois, nous avons vu un nombre incroyable de personnes se présenter et nous dire « nous sommes là ». Et c'était la première fois que la force venait de la force et se renforçait en se voyant. Et puis nous avons créé le Front de gauche. Mais si vous avez une seconde de doute, mes amis, mes chers concitoyens, sur ce qu'est le Front de gauche, son importance et pourquoi il déclenche une haine pareille chez les puissants, pourquoi il cible celui qui a eu l'honneur indépassable pour moi dans ma vie de militant de vous représenter tous, c'est bien sûr parce qu'ils ont peur, tu as raison. Mais imaginez-vous ce que serait votre vie aujourd'hui à cette heure, si pour tout potage vous aviez à vous mettre en rang au coup de sifflet de Manuel Valls, chaque fois qu'il vous convoquerait en vous disant « Au secours, voilà Madame Le Pen que j'ai en partie moi-même fabriquée, qui arrive et qui nous fait peur. » Ça serait ça la vie. C'est tout le contraire. Nous ne sommes pas condamnés à les suivre. Nous sommes autonomes, nous sommes indépendants. Nous marchons sous nos propres drapeaux. Et à chaque pas, nous en entraînons d'autres. Voilà ce que signifie l'élection municipale de Montpellier. Montpellier dans l'œil du cyclone, parce que Montpellier a concentré tout ce qu'il y a de plus déroutant, de plus absurde dans la vie politique. Ici, une synthèse particulière s'était faite, on en pense ce qu'on veut, entre un personnage un peu hors norme, que beaucoup d'entre nous ne supportions pas beaucoup, à la vérité. Mais paix à ses cendres, il n'est plus là. Et voici que le grand arbre étant tombé, ici et là, quelques menus roseaux dont on ne pourrait même pas faire des flutiaux ont essayé d'entrer dans ses bottes et de mettre ses habits. Le costume est trop grand pour vous, messieurs, beaucoup trop grand. Vous n'êtes pas des juretiers et vous ne méritez pas d'être des successeurs. Les gens d'ici sont fatigués. Comme ça arrive quand un parti est épuisé. Et ça n'est pas jeter des pierres trop grosses au Parti socialiste que de dire qu'il est un astre mort. De ce parti ne rayonne plus aucune idée, plus aucune ligne d'horizon. Ces militants dépités suivent par fidélité, mais ils ne savent plus en quoi consiste leur fidélité, ni que suivre. Mains parmi eux sont aujourd'hui totalement désespérés. Et je vous demande de leur tendre les mains. Ne faites pas l'erreur de leur dire « Ah, tu vois !» Laissez tomber. Oubliez ça. Entraînez, entraînez. Dites-leur, c'est maintenant qu'on construit une nouvelle et belle histoire. Quelque chose de grand, de plus grand que nous. Ce à quoi se sont voués les efforts de ceux qui nous ont précédés dans la lutte, femmes et hommes, qui ont usé leur vie parfois aux syndicats, aux partis, pour faire avancer petit à petit ces conquêtes qui, une à une, nous sont arrachées aujourd'hui, créant un état de sidération totale. Vous avez besoin qu'ils viennent, car sinon ils risquent de rester à la maison et de tout laisser partir, et en tout cas de ne pas faire la seule chose intelligente qu'ils ont à faire, venir aider Muriel Resiguier. Nous avons passé le cap des régionales, passé le cap des présidentielles, passé le cap des législatives. Et maintenant, il faut encore faire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres de plus. Mais attention, nous ne sommes pas là pour témoigner. Nous ne sommes les supplétifs de personne. Nous sommes là parce que nous avons l'intention de gagner. Et si ce n'est cette fois, ce sera la prochaine. Mais chaque matin qui se lève, nous nous comportons comme des gens qui vont gouverner le pays, gouverner la ville. Voilà qui nous sommes. Ne perdez pas tous ces gens. Alors on me dit « Ah oui, mais monsieur Mélenchon, ça n'est pas ce que disent les sondages. » Mais on sait très bien
On sait très bien ce que disent les sondages, on a parfaitement compris. Mais nous nous permettons, sans critiquer cette science pure et parfaite, dont les résultats magnifiques dans le passé nous poussent à l'admirer avec un enthousiasme encore plus grand à chaque élection. Il nous est paru parfois que les sondages qui se publiaient avaient essentiellement pour objectif de montrer que nous n'y arriverions pas et que les autres si. Et il s'est souvent trouvé des benets pour organiser leur pensée politique en fonction de sondages, comme la théorie du jeu. Et pourquoi n'élève-t-il pas plutôt une grenouille ou un poulpe à qui il demanderait son avis? Ça me paraît de meilleur augure que de croire à de tels chiffres. Avez-vous vu quelle est la caractéristique que fait aucun de ces sondages n'est fiable? C'est qu'ils font tous comme si 100% des gens allaient voter. Bien sûr, mais bien sûr. Et donnent beaucoup de voix aux socialistes. Bien sûr. Nous en connaissons tous, qui se lèvent le matin en disant « Ah, j'avais tellement envie de continuer à travailler jusqu'à 66 ans, ça me fait plaisir d'aller aider ce bon monsieur Hollande. » Oh, que je suis content de donner 10 milliards, parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose de bien pour le patronat, parce qu'après tout, c'est eux qui nous donnent des emplois. Où dois-je baiser la main, mon bon maître? 10 milliards. Bon, je ne les ai pas, mais de toute façon, on me prendra 100 € par personne dans la maison, parce que c'est ça que ça va vous coûter l'augmentation de la TVA. Une famille ordinaire, les 2 parents, les 2 enfants, 400 €. Monsieur Gattaz pourrait dire merci, non? Il viendrait et dirait merci les gens. Il ne peut pas parce qu'il est encombré par l'énorme grande glande lacrymale qui lui tient lieu de cerveau. Il pleure. Et comme l'a dit tout à l'heure si bien Olivier, donne-lui ça, il te prend ça, donne-lui ça, il te prend ça. Ils sont insatiables, incalmables. L'autre leur file 50 milliards, 20 milliards tout de suite. Il dit non, 100. On lui dirait bah oui, tiens, voilà 100. Non, 1000. Tout pour nous. Rien pour vous, voilà. Et M. Gattaz, qui est déjà courbé dans la position de l'homme qui s'est emparé du magot, vous regarde. Ma cassette, 20 milliards que m'a donné M. Hollande, vous n'en verrez point la couleur. Nous les garderons par devers nous, ma cassette. Personnage de comédie, bouffon tragique, qui fait ce qu'aucun d'entre nous, ni aucun des autres, auparavant, ne s'est permis de faire. Déclencher dans une visite à l'étranger, alors que l'on fait partie du collectif qui entoure le président de la République, une polémique qui reprend mot pour mot les pires accusations des macartistes bornés des États-Unis d'Amérique. En France, il n'y a que de la contrainte. Et M. Gattaz de dire « il y en a marre de la contrainte et des punitions ». C'est une traduction en mauvais français de ce qu'il avait entendu dire, qui vont se précipiter, une fois qu'ils ont dit toute leur joie et leur bonheur, de passer au laminoir de l'ami, d'aller travailler plus longtemps, d'être bien pioché, et surtout, le SMIC n'a pas augmenté, quelle joie! Et ainsi de suite. Alors ils vont se précipiter pour voter dans l'enthousiasme pour monsieur Moore. Ou pour monsieur Sorel. Pourquoi où? Mais vous les connaissez, vous? Vous ne savez même pas qui c'est, et vous les huez déjà? Allons, allons, allons. Vous les voyez passer, ils marchent en trébuchant parce que le pantalon est trop long, les godasses sont trop grandes et la veste leur tombe. C'est trop grand pour eux, les habits de Georges Frêche. Allez, maintenant, c'est le tour d'une femme, et pas n'importe quelle femme. Notre liste a un sens dans sa composition. Pour la première fois ici, on va vous proposer une liste où il n'y a pas d'élu sortant, à part le seul qui tient la mer, David, qui lui était un opposant. C'est une licence d'élu sortant. C'est des gens qui viennent de la société Montpellier. On a besoin, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais là on en a besoin. Parce que Montpellier a besoin de tourner la page des rêves pharaoniques pour passer à ce qui compte. Nous sommes dans une crise terrifiante, mes amis. Vous le savez, et vous savez que cette crise économique est devenue une crise sociale, qu'elle est en train de devenir une crise politique et qu'elle sera bientôt une crise internationale. Mais en attendant, on commence par colmater la brèche à l'endroit où elle s'est déchirée, c'est-à-dire là où il y a les êtres humains. À Montpellier, il y a tout ce qu'on vous a raconté que vous connaissez mieux que moi. Mais je vais vous dire, il y a quelques ans
et pas si peu nombreux que ça, des 300 000 personnes à qui on a coupé l'électricité cette année. Il y en a quelques-uns de ces pauvres diables à qui personne ne demande rien, ne vient jamais parler, et qui n'osent pas dire ce qu'ils vivent, parce qu'ils sont 2,5 millions, 3 millions peut-être, qui sont des illettrés, des femmes, des hommes simples, des braves, et qui ont un cœur comme nous, la difficulté d'élever des enfants, de lire les papiers, de lire les pancartes. Quoi, il n'y a rien pour cela? Personne ne s'en soucie? On ne va pas les chercher? On ne leur tend pas une main secourable immédiatement? Je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre combien d'autres? Combien de ces personnes qui ont renoncé à se soigner, qui maintenant vont plus mal? Et voilà les victimes de la grande barbarie en route. Voilà à quoi sert une municipalité de gauche. Dans les périodes de crise, une municipalité de gauche, la vraie, tend la main à ceux qui ont le plus besoin. Et ce n'est pas faire du misérabilisme que de parler comme ça. Je ne vous parle pas que des plus pauvres et des plus démunis et ceux qui ont basculé. Quoique, je n'ai pas honte de parler pour eux, puisque n'ont jamais la parole. Et c'est à vous tous d'être leur porte-parole. Nous sommes le camp des pauvres et des humiliés, même si nous ne sommes pas pauvres à titre individuel. Dans la vie, on peut faire plein d'erreurs politiques, on peut se tromper grossièrement sur des dizaines de sujets, mais il y a une ligne sur laquelle on ne se trompe jamais et on est sûr de ne commettre aucune erreur, c'est d'être du côté des pauvres et des humiliés. Voilà ce qu'est notre liste. Elle vient de la société et elle dit ça à la main tendue. Mais pas qu'aux pauvres, ils seraient bien surpris, les hiérarques et les monseigneurs socialistes. Pour ne rien dire de ceux de droite, cela, la cause est entendue. Ils voudraient revenir à Montpellier, je n'ai pas lu leur programme, je peux d'avance vous dire ce qu'ils veulent faire. De la vidéosurveillance partout, surveiller tout le monde, surtout ceux qui doivent être surveillés, on vous laisse faire la liste chacun chez vous. Ça fait du monde. Des suspects partout. Et pour le reste, assez de dépenses sociales, assez de dépenses d'administration. Tout ça coûte beaucoup trop cher. Vous avez entendu l'autre zigomard à France Culture, là, qui me récitait les mantras, là? Les dépenses publiques qui sont déjà parvenues à 1 milliard, non 1000, d'euros. Il s'effondre. Un spasme. Il est mourant, 1 milliard. Je dis, attendez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, vous? De quoi vous parlez? 1000 milliards, de quoi vous parlez, là? C'est toutes les dépenses de l'État, toutes les dépenses des collectivités locales, toutes les dépenses de la sécurité sociale. Vous voulez supprimer tout ça? Évidemment, il reste comme un imbécile. Il n'avait pas prévu que quelqu'un de gauche, surtout, qui a fait des études, qui sache compter, bon, ou même qu'ayant passé quelques années au Parlement, il se rappelle des chiffres. Alors il dit, ah, mais c'est quand c'est excessif. Qui c'est qui décide que c'est excessif? Pas vous, mon petit bonhomme, nous. Ça s'appelle la démocratie. Voilà ce qu'il faut comprendre. Les chiffres n'existent pas. Ce qui existe, c'est la démocratie. Mais cette misère, elle grignote, elle ronge, et plus elle devient cachée, plus elle a peur de se donner à voir, et plus elle peut être, à la fin, un danger, parce que tout s'effondrera d'un coup. J'ai parlé des plus misérables, mais j'aurais pu parler aussi, vous en avez quand même quelques-uns ici dans cette ville, des copropriétaires. Ah ah, c'est propriétaire, on leur a dit. Il faut être propriétaire pour garantir l'avenir. Oui, oui, bien sûr. Et dans les années 70, 80 et même 90, on voyait les publicités, la jolie maison, le gros chien, l'endroit où on a son petit gazon. Enfin bref, on a dit aux gens, l'idéal de vie, c'est pas un immeuble propre, bien installé, pas sonore. Non, c'est que vous achetiez votre maison. Comme ça, premier avantage, on vous tient comme ça. Et puis deuxième avantage, vous passez votre temps à boucher les trous. Et aujourd'hui, dans combien de familles, dans combien de copropriétés, les gens ne disent rien mais ne peuvent plus payer les charges. Et personne n'ira chercher noise au syndic, qui se gorge. Parce qu'il est parasite, il y en a à tous les étages. Quoi? C'est pas vrai? Moi, j'ai pas mon truc pour vous faire la démonstration. Vous avez tous une carte bancaire, non? Pas des actions, après ça vient les actions. Mais ceux qui ont une carte bancaire, supposez que pour une fois, vous allez au restaurant. Non, maintenant, on ne va plus au restaurant. Ou bien vous allez chez le coiffeur. Non plus.
On va payer le parking, tiens, ça, il n'y a pas le choix. Vous payez le parking. Il y a du macadam, il y a de la lumière, quand même, hein. Et puis après, vous descendez, ils ont peint le sol, vous avez garé la voiture, des fois, il y a quelqu'un qui est là. C'est des sous, tout ça, hein. C'est normal, donc on vous dit, il faut donner un petit quelque chose, enfin un gros quelque chose, hein. Mais il y en a un qui n'a rien fait. Rien. Il ne sait même pas où c'est. Il ne sait même pas ce que vous êtes en train de faire, et d'ailleurs, ça tombe bien, il s'en fiche. C'est celui qui est à l'autre bout de la carte bancaire. Le banquier. Vous avez garé votre voiture, toc, 1% pour le banquier. Et combien d'exemples de cette nature? Voilà, mes amis, comment est organisée cette société. Voilà comment elle fonctionne. Et cette misère que je vois gagner de tous les côtés, cette dislocation, c'est pas juste, parce qu'on pourrait faire autrement. Dans un instant, je vais vous dire comment. Mais avant ça, quand on parle de tout ça, il faudrait croire ces messieurs-dames qui tout d'un coup sont pris d'une peur panique. Non, ce ne sont pas des élections politiques, ce sont des élections locales. Je vous ai dit ce qu'il fallait penser du local. Pas des élections politiques. Mais attendez, il y a des gens de ma génération là-dedans. On a passé combien d'élections à expliquer aux gens que tout était politique? Et maintenant, quand on est socialiste, on s'en va expliquer que non, ce n'est pas de la politique. Voilà qui est bien nouveau. Et bien stupide. Pas une élection politique. Mais comment? Vous convoquez 46 millions de personnes le même jour pour voter et ce n'est pas de la politique. Ils vont élire 500 000 élus, ce n'est pas de la politique. Lesquels élus vont, sans faire de politique, désigner des sénateurs qui, naturellement, ne sont pas politiques. Et vont ensuite au Sénat, où ils s'assoient au plafond parce qu'ils ne sont pas de politique. Et pas dans un des groupes qu'il y a là. On se moque de nous. C'est une élection politique de par son organisation même. Et d'ailleurs, le chef de l'État a prévenu, je vais vous dire pourquoi c'est de la politique. Il a dit, nous allons faire quick, 50 milliards de plus. Cet homme aura retiré au total 90 milliards s'il arrive à ses fins. C'est-à-dire quelque chose comme plus de 3 fois ce que toute la droite a fait au cours des 10 années précédentes de coupes budgétaires. Et après, on va me dire, vous exagérez, monsieur Mélenchon, vraiment? Vous dites que c'est une politique de droite, même monsieur Hollande s'est écrit dessus, comme sur le port-salut, de gauche. Ah, non, c'est les contenus qui font les politiques, ce n'est pas les étiquettes. C'est ce qu'on fait. Eh bien, il a prévenu, il a dit, on va couper 50 milliards. Et puis il a pris son air qui n'appartient qu'à lui pour dire 4%. C'est pas beaucoup. Pour lui. Pour vous, ça va saigner. Et c'est directement présent dans vos élections. Parce que 4% de moins dans les budgets des collectivités locales, je vais vous dire ce que ça veut dire. 4% de moins égale 250 000 emplois publics de moins. C'est pas de la politique, ça? Là, le peuple doit dire si oui ou non il est d'accord avec ça. Et si en mettant votre bulletin de vote aux élections municipales, qu'est-ce que vous faites? Vous dites « Merci François, encore une cuillère ». Ou bien si vous lui dites « Ras-le-bol, trop c'est trop, je vote Ressigné », c'est la seule chose honnête qu'il y a à faire quand on est de gauche. Ah ah, c'est pas une élection politique. La preuve par Valls. Monsieur Valls est le grand bidouilleur national des chiffres. Il voit une manifestation de gauche qui commence en haut d'un boulevard et qui finit en bas et même dans le coin comme ça. 1,5 km par 40 de large égale 60 000 mètres carrés. Une personne par mètre carré égale 60 000 personnes. Une par mètre carré, ça ne fait pas beaucoup de monde. Hein. Je veux dire qu'il n'y a qu'à Canal+ qu'on voit ça, une personne par mètre carré, c'est-à-dire une manifestation que ce n'était pas la nôtre. C'est une erreur, hein. C'est juste une erreur. Bon, et bien là, il envoie 7000. C'est-à-dire qu'il a mis les jumelles dans l'autre sens. 7000 personnes, il y a une manifestation d'extrême droite, plus la loupe. 80 000. Séance tenante, le lendemain, il capitule. Et en capitulant, il les renforce d'une manière incroyable. Comme nous aurions été renforcés d'une manière incroyable
si nous avions obtenu l'annulation de la TVA, c'est-à-dire le fait qu'il renonce à faire les 20 milliards, 30 milliards de cadeaux qu'il avait décidé de faire. Et dans les 30 milliards, il y en avait 10 qui sortaient de vos poches par la TVA. Vous savez bien que si on avait gagné, c'est ça qui se serait produit. Donc il a cédé. Donc cet homme, maintenant, il s'est habitué à, depuis son burlingue, décider qui représente quoi dans ce pays. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu ça dans le Canard, il lui est venu une idée. Tiens, si on changeait la date des élections régionales. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans une mouise pas possible, je vous la passe. Mais l'autre, comme il a un cerveau tordu, il se dit, si je décale bien la régionale, je la colle pas trop loin de la présidentielle, Hollande se prend, paf, une bonne poche, et voici Manuel. Vous êtes vraiment des gamins, hein. Avec eux, la politique, ça respire. Hein. L'air de l'altitude. Et voici ce qu'a inventé cet homme. Je suis parlementaire européen. Je dirige un parti avec Martine Billard, qui est un parti légal, qui a un siège, des élus un peu partout, et nous allons au ministère de l'Intérieur et on leur dit la chose suivante. Dites donc, on a entendu dire que vous allez classer les listes pour donner les résultats le soir du premier tour. Oui, c'est vrai. Nous allons indiquer quelle est leur nuance. Nous la repas en nuance. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner la liste des nuances? Non, on ne peut pas. C'est un secret de fabrication, en quelque sorte. C'est comme le moyen avec lequel sont pondérés les sondages. On n'a pas le droit de savoir. C'est comme si vous faites, quand vous faites votre omelette, là, ou votre gâteau, vous gardez votre recette pour vous. Vous le dites juste à votre meilleur ami. Monsieur Valls a cru qu'il suffirait de nous dire qu'il ne nous donnerait pas la liste des nuances pour qu'on ne l'ait pas. Petit garçon. Un endroit où le front de gauche ne met pas les pieds dans ce pays dès qu'il y a un travailleur, ça n'existe pas. Annexe numéro 2 d'une circulaire qui, paraît-il, n'existe pas. Il y aura des nuances, mais, nous a-t-on dit, chaque préfet pourra apprécier. Ce sont donc les préfets et le ministre de l'Intérieur qui décident de votre identité politique. Vous votez pour une liste, par exemple, dirigée par un socialiste, et vous avez des amis dedans qui ne sont pas socialistes et qui n'ont pas envie de l'être, lève la repas en socialiste. Chaque bulletin de vote pour une liste de cette nature vous repas en socialiste le soir des résultats. Ça, c'est pas le plus grave. Alors j'ai regardé la liste. C'est pas rien de se faire appeler. Vous êtes d'accord? Déjà, il y a quelqu'un qui est content. C'est Madame Le Pen. Elle a dit qu'elle n'était pas d'extrême droite. Sitôt dit, sitôt fait. Il y a donc une nuance qui s'appelle liste Front National. Et ensuite, il y a une nuance qui s'appelle l'EXD. Liste d'extrême droite. Donc il y a les listes d'extrême droite et la liste du Front National. Madame Le Pen dit « Merci, Monsieur Valls ». Madame Le Pen n'est plus d'extrême droite grâce à Monsieur Valls, lequel même Monsieur Valls va venir vous dire que le pire danger est là. Il y a aussi d'autres gens qui sont contents. Liste Union du Centre. Vous savez ce que c'est, vous? Ben, je vais vous le dire. Liste d'Union du Centre. Pour être nuancée, une liste doit obtenir l'investiture de l'alternative, c'est-à-dire du MoDem et de l'UDI. C'est cool, hein? Ils viennent de se créer, tout, ils sont une nuance, et ils décident à deux, ce qui est bien. Là où ça ne va plus du tout, c'est nous. Vous allez voir, une fois qu'il a bien installé le paysage de droite, qu'il les a aidés à bien s'installer, et voici le centre, et voici le Front National, et voici l'extrême droite, et voici l'UMP, que j'allais oublier. Une fois qu'on a bien stabilisé la droite, que le tableau est bien visible, c'est le moment de faire de la bidouille à gauche pour diluer le résultat, pour anéantir, gommer, mentir, truquer et se remplumer avec tout ce qui passe. Tellement est grande leur certitude qu'ils vont à un désastre. Et c'est comme ça qu'on trouve des listes du front de gauche. Oui, mais ce n'est pas vous qui décidez si c'est front de gauche ou pas. Ici, à Montpellier, vous pouvez faire des cheveux. Hein.
Liste Front de gauche, c'est une liste investie par le parti de gauche et le Parti communiste français. Nous sommes 9 partis au Front de gauche. Ni le Parti communiste français, ni le Parti de gauche a demandé le privilège d'être les deux seuls à pouvoir avoir le tampon pour décider qui est Front de gauche. Ça veut dire que toutes les listes où nous ne sommes pas ensemble, ça n'existe pas, nous ne sommes plus Front de gauche. Il y a écrit liste du Parti communiste français et même liste du Parti de gauche. Qu'est-ce que c'est que ces listes? Moi, je ne suis pas un dirigeant du Parti communiste français, mais je peux vous dire une chose, il n'y a pas une seule liste du Parti communiste français en France. Parce que le Parti communiste est toujours aux élections municipales dans un système de rassemblement. On peut discuter lequel, mais c'est ça qu'il fait, il a toujours fait ça. Les maires qui appartiennent au Parti communiste aujourd'hui ne font pas des listes communistes. Ils font des listes citoyennes, ils font des listes Front de gauche, ils font des listes de rassemblement. Et moi, je vous dis, pour ceux qui me regardent, le Parti de gauche, je déclare solennellement, il n'y a pas de liste Parti de gauche en France. Il n'y en a pas. Il y a des listes du Front de gauche, il y a des listes de coalition du Parti de gauche avec Europe Écologie Les Verts. Il n'y a pas de liste du Parti de gauche. Et ici, à Montpellier, même si c'est un honneur pour nous que la tête de liste soit membre de notre parti, ce n'est pas une liste du Parti de gauche. C'est une liste du Front de gauche et du peuple de gauche. Il n'y a pas de liste du Parti de gauche. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Je sais très bien pourquoi il fait ça. Pour pouvoir compter 3-4 listes par-ci par-là et les rapporter à 36 000 communes. Rappelez-vous bien de ça, les gens, et dites-le autour de vous. Voter pour eux, c'est voter pour des faussaires, pour des menteurs, des gens qui nous ont déjà trompés de toutes les manières possibles depuis mai 2012 et veulent maintenant nous voler la seule chose que nous avons, notre honneur, notre drapeau, notre identité. Nous acceptons de perdre. Mais nous n'acceptons pas d'être dénaturés, ni qu'on transforme notre identité. Voilà qui ils sont. Et mes amis, c'est une élection politique, mais c'est une élection vitrine, une élection municipale. Allez, regardez dans vos livres d'histoire, les plus jeunes camarades. Et tous les autres, rappelez-vous-en. C'est la gauche municipale qui a inventé les colonies de vacances. C'est la gauche municipale qui a inventé les piscines municipales. C'est la gauche municipale qui a inventé les logements à bon marché. C'est la gauche municipale qui a inventé le quotient familial, c'est-à-dire qu'on paye pour le service public proportionnellement à ses moyens. C'est nous qui avons, à travers toutes ces avancées, commencé à dessiner le monde du futur auquel nous rêvions et dont nous apportions la démonstration qu'il était possible. Parce que tout ça choquait tellement l'évidence. Le quotient familial choquait l'évidence. Comment, monsieur Mélenchon, quand on va chez le boucher, il n'y a pas de quotient familial? Mais si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas chez le boucher. Ça, c'est le quotient familial, dans l'autre sens. Mais à l'inverse, quand tu vas au service public, c'est pas parce que tu gagnes moins que ton enfant ne fera pas du violon ou du piano. Ce n'est pas parce que tu gagnes moins que tu n'iras pas à la bibliothèque municipale. Tu paieras selon tes moyens dans un taux d'effort comparable à celui du plus puissant qui, bien sûr, donnera plus. Voilà ce que c'est. Eh bien, aujourd'hui, nous avons comme ça une grande cause qui fait réfléchir, c'est la question de l'eau. Mener une bataille impitoyable. Le vote pour Muriel Resiguier, c'est ça qui veut dire. Honte à ceux qui ont, quelques mois avant l'élection municipale, rebradé l'eau à Veolia. C'est une honte d'avoir agi comme ça. On vous a tout dit sur le sujet. Les premiers mètres cubes d'eau gratuite, parce qu'on peut se passer de tout, et combien dans leur vie ici pourraient témoigner de tout ce dont il se passe. Mais il y a une chose dont on ne peut pas se passer, c'est l'eau. Mes amis, mes camarades, pensez à ça profondément. Quand vous allez aller dire « je suis pour l'eau gratuite », on va vous dire « ah, gratuit », comme vous y allez. Oui, gratuit. Le capitalisme est un système qui fonctionne sur la gratuité. Je suppose que vous allez être bien scotchés d'entendre ça pour quelques-uns d'entre vous. Mais oui, quand vous faites 10 heures de travail, on ne vous donne pas la valeur des 10 heures que vous avez produites. On vous donne la valeur de 2 heures. Les 8 autres, c'est du travail gratuit. Le capitalisme, c'est la gratuité privatisée. Et le socialisme, c'est la gratuité collectivisée. Par conséquent, ceux qui utilisent l'eau d'une manière qui n'est pas
liés à l'indispensable, comme par exemple ceux qui ont une piscine ou combien de choses de cette nature, à qui je ne veux pas faire de reproches et dont je suis sûr qu'ils sont tous d'accord pour dire je ne vais pas payer l'eau de ma piscine comme les premiers mètres cubes de quelqu'un d'autre, donc c'est moi qui vais les payer à sa place. Nous nous répartirons l'effort. Et l'eau publique coûtera moins cher que l'eau privée et elle sera moins gaspillée. Les investissements seront faits. Mais je vais vite finir avec ça, juste par une petite démonstration. Ceux qui nous disent qu'ils ne veulent pas de l'eau gratuite pour les premiers mètres cubes doivent nous dire ce qu'ils comptent faire. Renverser la situation. Ah bon, c'est pas gratuit, donc c'est payant. Si c'est payant, qu'est-ce qu'on fait avec celui qui ne peut pas payer? Celui qui lui coupe l'eau nie l'humanité de celui à qui il a coupé l'eau, puisqu'il le prive d'une ressource dont il ne peut pas se passer. C'est comme s'il lui enlevait l'air. Voilà la vérité. Et c'est pourquoi je demande qu'on applaudisse cet homme si courageux de la CGT qui a refusé de couper l'eau le matin où il s'est rendu compte qu'il était en train de martyriser une famille. Alors, les gens entendront parler de ça et ils se diront « Oui, nous sommes d'accord avec Muriel. Posez cette question dans l'élection. Nous le ferons si vous nous élisez. Si vous ne nous élisez pas, vous donnez raison à des gens qui ont décidé de brader le service public de l'eau à une compagnie privée à qui j'adresse un salut narquois et un pied de nez conquérant. Veolia qui a payé quelqu'un pour essayer de discréditer le président de notre réseau d'élus. Maintenant, ça dure. Ça va, il n'y a plus que 20 pages. Je vous ai pris des exemples pour que tout le monde comprenne comment ça s'articule entre l'intérêt général, l'objectif écologique, la volonté sociale, la rupture avec le capitalisme. Mais tout ça ne peut pas faire fi de l'adversaire que nous avons devant nous. Il faut en dire du mal. Ça fait du bien. Moi, je me suis désolé de voir mon pays comme il a été représenté aux États-Unis. Oui, ça me désole. Moi, je crois que si j'avais été là-bas, j'aurais déjà dit « toi là-bas ». Ça, c'est pour le dirigeant, le général qui commande la NSA, l'organisme qui a espionné 70 millions de personnes en France. Ce mec-là était assis à la table. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas présenté d'excuses à la France. Il était assis à la table au dîner d'État. Moi, j'aurais dit, c'est clair, il s'en va ou je m'en vais. Je vous garantis qu'il serait parti. Ensuite, je n'aurais pas sollicité les compliments de Barack Obama à propos de ma coopération avec une politique agressive avec laquelle la France n'a rien à faire, qui est celle de l'OTAN. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. C'est l'aventure permanente qui est en train de se nouer d'une manière particulièrement spectaculaire et inacceptable aujourd'hui en Ukraine et combien d'autres endroits. Bon, mais surtout, vous vous imaginez cette scène en train d'embrasser un patron délocalisé, une sangsue aux impôts, qui s'appelle Pigeon. Mais les pigeons, c'est nous. C'est nous qui avons à charge de l'impôt en général la somme qu'ils ne paieront pas, puisque les droits de mutation qu'avait inventé M. Copé sont dégagés d'impôts. C'est nous les pigeons. Et il va l'embrasser. Ça l'amuse, ça le fait marrer. L'autre fait le pitre dans son dos, M. Gattaz, le met en cause d'une manière inacceptable, il fait une réunion, il rigole. Je le fais applaudir, puis il va m'applaudir. On se croirait au comice agricole de la Corrèze. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On parle de la France. Nous sommes une grande puissance. Et le président de la République n'est pas l'obligé de quoi? De qui? Qu'est-ce que le MEDEF? C'est même pas un syndicat patronal. Le MEDEF est un groupuscule bien placé. 8% des patrons, il représente. Et encore, je compte large. Parce qu'un des offices qui s'appelle Concorde a fait le compte en comparant l'annuaire du MEDEF
avec l'annuaire général des entreprises du pays. Et il ne tombe même pas sur 8%, il tombe sur 3%. Le MEDEF, c'est seulement la représentation du patronat du CAC 40, c'est-à-dire des gens qui ne s'intéressent qu'à une seule et unique chose, la rentabilité et la profitabilité la plus élevée du capital, et qui s'intéressent aux principaux mandataires du MEDEF, c'est-à-dire les entreprises financières, qui, elles, ont unique objectif, cette profitabilité maximum. Où est l'artisan ? Où est le patron de PME, de TPE, tous ceux qui ont un intérêt vital au redémarrage de la consommation populaire? Du coiffeur, qui est, comme je vous l'ai déjà dit, comme les écrevisses dans la rivière. S'il y en a, c'est que la rivière est saine. S'il n'y en a plus, c'est que ça ne va pas. S'il n'y a pas de coiffeur, ça veut dire que c'est la première dépense à laquelle vous avez renoncé. De même que quand les restos ferment, c'est parce que vous n'avez pas de sous pour vous payer ce petit supplément. J'ai pris des exemples très limités, là. Mais c'est l'essentiel des faillites de l'année dernière, c'est ces professions-là. Et ensuite, toutes les petites entreprises, du bâtiment, du second œuvre. Combien, comme ça, dépendent de la consommation populaire? Eh bien, cela, ce n'est pas d'eux dont parle M. Gattaz. Jamais, jamais, jamais. Il faut enlever les charges, pour parler des cotisations. Ces gens-là n'aiment pas leur pays. Il faut voir comment ils en parlent. Lisez leurs journaux, il n'est question que du déclin de la France, comme étaient les fachos d'avant-guerre. C'est la décadence des mœurs, bien sûr, un papa, une maman, retour à la case départ. C'est la décadence, les ouvriers ne veulent plus rien faire, ils se gobergent, ils sont insolents, ils ont des drapeaux rouges et des syndicats. C'était ça leur discours avant, c'est leur discours à nouveau. Et ils en viennent à parler de notre patrie républicaine d'une manière inacceptable, honteuse, et nous on serre les dents. Imaginez qu'un seul d'entre nous parle de la France de cette manière. Et voilà, à japper. L'État est trop important. Et vous trouvez l'autre benet pour leur donner raison. 7 janvier 2014, la honte. L'État est jugé trop lourd, trop lent, trop cher. Trop lourd, François Hollande? Trop lent, trop cher? C'est à vous, fonctionnaires, qu'il s'adresse. Vous coûtez trop cher, vous êtes trop lent, trop lourd. Et maintenant, même Montebourg. J'ai lu ça dans le Canard enchaîné aujourd'hui. Il y a trop de rigidité en France. Le code du travail, les 35 heures, les seuils. Il faut soutenir les entreprises en débloquant tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire après? Les gens qui ne comprennent pas bien tout, ils se disent, ils le disent eux aussi. Puis ils sont de gauche, ceux-là, non? Ils le disent eux aussi. Après peut passer à M. Gattaz. Écoutez ça. La sphère publique n'a jamais été gérée correctement. Personne n'a rien fait. Oh! Parlez-nous des exploits du patron d'Alcatel. Parlez-nous de la merveilleuse gestion de PSA, qui vient maintenant pleurer auprès de tout le monde pour avoir quelque argent pour continuer et faire prospérer une famille dont la plupart des membres sont des exilés fiscaux. Parlez-nous des grandes trouvailles d'Arkema, qui s'appelle maintenant Chemwan. Ou bien des grandioses exploits des patrons d'Airbus, quand toutes les chaînes de production se sont mises en retard du fait de leurs erreurs de gestion. Et après, il dit ça. Aujourd'hui, écoutez, il s'agit de notre pays. Notre pays ne fait plus rêver. La France ne fait plus envie. Nos talents partent. Nos grands groupes hésitent à investir en France et des familles d'entrepreneurs continuent de quitter le pays. Dans un article intitulé « Ces Français qui fuient le socialisme ». Ça va, c'est pas le communisme. Ça va aller. Voilà. Il y a la dureté de la législation sociale française qui fait que dans un monde où on a besoin d'adaptation permanente, les gens, vous ne voulez pas vous adapter, c'est ça votre problème. Déjà, il a fallu vous traîner pour vous obliger à avoir des horaires discontinus. Il a déjà fallu changer la loi pour vous obliger à accepter qu'on change vos horaires de travail. Sous prétexte, vous râlez, que vous dites « mais moi, je veux bien changer mon horaire de travail, mais la crèche, elle est fermée à l'heure à laquelle vous voulez me faire bosser. » Ah, que des histoires. Il faut s'adapter. Crevez donc en silence. Donc, dans un monde où il y a besoin d'adaptation permanente,
Le chef d'entreprise français a peur d'embauche. Je vais vous régler l'affaire d'un mot. Il y a deux politiques. La politique de l'offre. Faire baisser ce qu'ils appellent le coût du travail. Le travail n'a pas de coût, il a un prix. Et le prix du travail est toujours trop faible. Il n'y a pas de richesse sans travail. Le travail est la source de toutes les richesses. Vous pouvez toujours mettre des machines, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour la produire et la faire tourner. Il n'y a pas de richesse produite sans travail. Le travail est central. Ils disent baisser le coût du travail. Jusqu'à quel point? Quel est ce coût du travail? Les allocations familiales. Vous voulez que les gens aient moins de moyens pour s'occuper des gosses? Les cotisations sociales pour la santé. Vous voulez que les gens viennent au travail malades? Mais qu'ils viennent au travail malades, tous les autres sont malades. Où est le progrès là-dedans? Vous ne voulez pas d'État? Très bien, on coupe l'électricité dans la commune, on coupe le chauffage, on enlève le macadam. Qu'est-ce que vous voulez? De quel genre de monde êtes-vous les porte-paroles? Ce que vous dites n'a pas de sens. La politique de l'offre, c'est produire n'importe quoi, n'importe comment, dans l'irresponsabilité écologique la plus totale, pour en vendre le plus possible, même si vous n'en avez pas envie, donc il faut beaucoup de publicité, et si possible à l'étranger, à l'export, c'est-à-dire pour prendre la place des autres, pour prendre leur travail, et pour répandre la misère qu'on a à un endroit sur le reste de la terre. Voilà leur projet politique. Voilà ce qu'est la politique de l'offre. Et il faut les voir, nous donner des leçons de modernité, et vous avez le président de la République avec un air inspiré qui se dit « oui, l'offre crée la demande ». Ça date du XVIIIe siècle. Nous, avec Karl Marx, on fait mieux, on est déjà au XIXe. Et puis avec moi, là, que je suis là, on est au XXIe. Mais ça impressionne, il y a des gens qui le croient, qui ne comprennent rien. Hein. L'offre crée la demande. Ça fait mal à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Mais c'est joli à dire. Et puis il y a une autre politique. C'est à elle que je viens. Les premiers, vous les connaissez. Vous avez tous compris. La CGT a fait un bilan. Eux qui veulent être souples, s'adapter, qui dénoncent les assistés, qui pointent du doigt le chômeur, et le titre de transport gratuit à la SNCF du cheminot. Ils en rajoutent un peu, ils disent des grands-parents et des arrière-grands-parents, bien sûr. Vercingétorix en personne a régulièrement son billet de train gratuit, parce qu'ils nous prennent toujours pour des imbéciles. Ils croient qu'on ne va pas les vérifier. Dites voir, vous autres, à la Cour des comptes, il faut vous adapter. Le salaire moyen étant de 7 000 €, il faudrait faire un effort. Allez, on ne va rien dire. Mais on va vous demander un changement de comportement. Dorénavant, il faudra pointer. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de rendre des comptes sur vos heures de présence au bureau et vous pouvez ne pas y être. Et vous êtes la seule corporation dans ce pays qui ne dépose pas ses congés payés. Vous n'êtes pas là? Si quelqu'un vous cherche une oise, congé payé, personne n'a rien vu. Et voilà. Donc je préviens tous nos adversaires, tous ceux qui veulent flétrir les prétendus privilèges des travailleurs, qui ont été arrachés au prix de la lutte et en compensation de je ne sais combien de sacrifices. Pour un coup, un autre coup. Si vous nous cherchez pour les cheminots, nous vous chercherons pour vos payes. Si vous cherchez sur leurs heures de présence, on regardera les vôtres. Et on fera ça tout le temps, partout. Et maintenant, j'en viens à ce que nous, on veut faire. La France est un grand pays, mes amis, mes camarades. Ce n'est pas un mot de dire que nous sommes la 5e puissance du monde. Notre peuple n'a jamais été autant éduqué qu'il l'est à présent. Savez-vous qu'il y a plus de diplômés des sciences et des techniques en France qu'il y en a proportionnellement à la population aux États-Unis? Ce n'est pas vrai que notre État, qui est un des plus performants du monde, qu'on ne cesse de dénigrer, que notre État coûte de plus en plus cher. C'est faux. Depuis 30 ans, l'État a supposé qu'il soit un coût et non pas un investissement. L'État prélève exactement toujours la même somme sur le total de la richesse nationale. Depuis 30 ans, pendant les mêmes 30 années, le capital, lui, a triplé sa ponction sur la richesse du pays. Ça suffit de tout dénigrer, de rabaisser la France, de vous rengorger des malheurs qu'elle peut connaître, que vous êtes les responsables qui les aggravez. Nous sommes un grand pays. J'ai proposé, parce qu'il le faut,
Il faut qu'il y ait un point à partir duquel l'intelligence, le génie, l'imagination collective se déploient. Les Français sont comme ça. Les Français ont décidé de faire la fusée. Ça ne marchait jamais tant qu'on la faisait avec d'autres. Et puis du jour où on l'a fait nous, ça a marché. Et maintenant, c'est 50% des tirs de satellites du monde se font avec notre fusée. En Guyane, le pays qui fait que nous avons la plus longue frontière de la France, non pas avec l'Allemagne, mais avec le Brésil. Nous ne sommes pas une nation occidentale. Nous sommes une nation universelle, universaliste, parce que nous sommes présents dans le monde entier. Et nous voulons avoir des rapports de coopération avec tout le monde et pas des rapports de compétition. Mais écoutez-moi, ici vous êtes au bord de la mer. 50% de la population française vit à moins de 100 km d'un rivage. La France est la deuxième puissance maritime du monde. Vous ne le savez pas, mais le territoire de notre pays s'est accru de 10% sous le gouvernement de Lionel Jospin, parce que nous avons été capables d'apporter la preuve que nous demandait les Nations Unies pour étendre notre zone exclusive économique. Parce que nous avions les bateaux, parce que nous avions l'Ifremer, parce que nous avions les scientifiques qui nous ont permis d'apporter la preuve que ces 10% étaient en continuité de notre plateau continental. C'est en mer que va se jouer l'avenir du monde. L'humanité qui a occupé toutes les terres immergées est en train d'entrer en mer. Elle y entre sous la forme capitaliste, c'est-à-dire en cassant tout, en saccageant. Ce sont les eaux pluviales qui font choix des milliers et des milliers d'hectolitres de nitrates de toutes sortes, qui fait qu'il y a 2 zones absolument mortes dans le golfe du Mexique et en face de la côte des États-Unis d'Amérique. Ils sont en train de chercher du pétrole de la manière la plus dégueulasse que vous connaissez, avec tous les risques que ça comporte. Ils sont en train de draguer les poissons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Cette année, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il s'est pris plus de poissons par élevage que par la collecte de la pêche. Des changements considérables sont à l'ordre du jour. De toute façon, le niveau de la mer va monter de 50 cm. Le dérèglement climatique est un fait. Donc il va falloir y faire face. Avec quelle méthode? Chacun pour soi ou tous ensemble? Comment va-t-on faire ce grand déménagement? Les tâches urgentes qu'appelle la patrie. Il faut que la centrale de Blaye soit garantie absolument. S'il y avait eu un vent qui souffle à plus de 70 km/h, ça ne s'est arrêté à 70 km/h. Mais s'il avait fait 140 km/h la dernière fois, avec des creux qui résultent de la pression atmosphérique dans ces circonstances-là, qui d'habitude sont d'1 mètre et qui ont été jusqu'à 2 et 3 mètres cette fois-ci, alors l'eau passera par-dessus les digues, directement sur la centrale nucléaire, comme ça a été le cas en 2008. Il est urgent de se mettre au travail pour faire l'alternative. Pas montrer du doigt et continuer une improbable discussion sur le nucléaire. On sait très bien qu'on ne va pas fermer les centrales comme ça du jour au lendemain, mais il faut s'y mettre. Il faut donc produire une autre énergie. Vous voulez des voitures électriques? Ah ouais? Mais d'où on tire l'électricité? Il faut des machines. Ces machines, il faut les mettre en mer. Nous savons le faire. Nous avons besoin de surveiller, contrôler cette immense étendue et d'aider les pays qui nous donnent à l'aide. Nous avons la technique pour le faire, pour mesurer leurs propres espaces, pour sécuriser les convois contre la piraterie. Vous savez quelle idée ils ont trouvée, comme d'habitude? Cet aigle à la face navrée. Monsieur Hérault, tout le temps désolé. Ah, on comprend pourquoi. Qui va protéger les navires qui peuvent être attaqués par les pirates? Pas la marine nationale. Ils ne veulent pas dépenser un rond de plus pour ça. Des compagnies militaires privées qui monteront sur les bateaux. Nous voilà repas en américain à avoir des mercenaires. Ça n'est pas notre conception de l'exercice de la violence. La violence, la seule violence légitime, c'est celle de l'État, celle qui est contrôlée par les citoyens, pas par ceux qui payent. Voilà comment nous voyons les choses. Mes amis, entrer en mer, c'est fabriquer toutes ces machines, c'est appeler la jeune génération qui est là, à ce travail-là. Nous ne passerons pas notre temps à nourrir les gens de slogans politiques, ni de malédictions contre nos ennemis. Nous appellerons le pays à cet effort, mais pour une fois, ça ne sera pas « serrez-vous la ceinture, souffrez, souffrez encore et souffrez toujours ». Ça sera imaginer, rêver, inventer. Nous avons besoin de plusieurs millions de tonnes d'algues pour produire le plastique donc, que nous ne voulons plus tirer de l'industrie qui dépend seulement du pétrole.
Nous avons besoin de votre imagination pour perfectionner les machines que nous sommes capables de couler en mer, non seulement là où il y a beaucoup de courant, mais également dans les endroits où il y en a moins, pour utiliser seulement le mouvement mécanique de la mer et tirer notre électricité. Il y a des milliers, des millions de choses à faire. Nous ne sommes pas assez nombreux pour les faire toutes. Il faut s'occuper de nos anciens. On va bientôt pouvoir, sans doute, je l'espère, on croise les doigts, grâce aux recherches des scientifiques de tous les pays, aussi longtemps qu'on n'aura pas transformé chaque découverte scientifique en une propriété privée, tant que la science restera ouverte selon l'idéal qui date du XVIe siècle, de la Renaissance et du début des Lumières, que le savoir se partage sans condition entre les êtres humains, raison pour laquelle il se déploie sans cesse, toujours plus. La seule richesse qui se reproduit à mesure qu'on la partage, le savoir, la recherche, la science. Voilà ce qu'on peut faire avec ce grand et beau pays. Nous sommes un pays riche, il n'a jamais été aussi riche de son histoire. Je les ferai payer si vous nous en donnez les moyens, et on les prendra tous. Ils doivent partager. C'est le moment de partager, car nous avons besoin de ces sommes. Vous avez entendu Olivier tout à l'heure vous dire ce qu'est la trésorerie, le cash des entreprises, l'équivalent de tout ce qu'on leur a donné en cadeau. D'un côté, 230 milliards d'allègements de toutes sortes, de l'autre côté, 210 milliards de réserves. Alors, vous voyez, c'est ça le fond de l'affaire. Ce refus de partager, le fait que certains accaparent tout et ne se sentent responsables de rien, et surtout pas de leurs compatriotes. N'ayez pas un instant de doute. Nous savons comment faire. Si vous nous élisez à la tête de la commune de Montpellier, le lendemain matin, ça marchera. Le lendemain, on commence le travail. Il n'y aura pas de battement. Nous sommes préparés. Pour deux raisons. La première, chacun d'entre nous a fait l'effort de toujours réfléchir maintenant. C'est en ça que nous sommes une nouvelle gauche. De ne jamais renoncer à la radicalité, mais toujours essayer de trouver le moyen concret d'accéder à cette radicalité. Nous sommes prêts à gouverner cette ville, nous sommes prêts à gouverner ce pays. Et chaque bulletin de vote qui va dans l'urne, c'est un drapeau qui claque. C'est une voix qui crie parmi ceux qui ne peuvent plus crier. C'est une lumière qui s'allume dans l'obscurité. Chaque bulletin de vote nous rapproche du but. Et ce but, ça n'est pas seulement de dire nous sommes là. C'est déjà tellement important d'être là. C'est pas seulement de dire il existe un autre idéal, une autre manière d'envisager la vie. C'est nous qui la proposons. C'est la volonté de changer pour de vrai le monde parce qu'il n'y a pas le choix. Le monde mené comme il est nous conduit tout droit à la guerre et à la dévastation. La paix n'est pas un état de nature. Ni la paix sociale, ni la paix entre les nations. C'est la raison pour laquelle il faut changer d'urgence le cours des événements. Et quand on fait des élections municipales, c'est ça qu'on est en train de faire. Vous ne votez pas pour les héritiers et les successeurs, pour tel ou tel clan du Parti socialiste, ou pour telle ou telle bande dépenaillée de revenants de droite. C'est pas ça que vous êtes en train de faire. Vous faites un bel acte de citoyen qui pense large, qui pense grand, qui pense l'entrée en mer, l'arrivée sur Mars, le partage de tout ce que nous sommes en train de faire et de notre savoir. Et pour ça, ça s'appelle Muriel Ressiguier. Bon courage. Merci Jean-Luc. Nous sommes 1500 dans ce zénith de Montpellier. La seule liste qui peut rassembler un homme aussi important de citoyens. Ça veut dire que nous lançons cette campagne et que nous appelons tous les citoyens à Montpellier à